Les investissements, dans le Gard, il est de 20 ans. Bonjour Philippe Bertha. Bonjour Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce rendez-vous du matin qui est le 7h50. La première question que je voulais poser aux parlementaires gardois, c'est comment il définit cette rentrée parlementaire qui arrive dans les prochains jours. Ça sera encore une rentrée marquée malheureusement sous le sceau du Covid, de la Covid, donc forcément on va croiser les doigts, mais en tout cas j'observe que c'est aussi une rentrée parlementaire marquée sous le sceau de la reprise économique, tout à fait exceptionnelle, assez inattendue, puisque nous avons déjà rattrapé nos chiffres de fin 2019, donc c'est essentiel, vous le savez, parce que c'est de l'économie que découle tout le reste, ce qui fait notre quotidien, donc il faut qu'on accompagne ça, il faut que ça s'amplifie. Et comment on l'explique, ce rebond économique, ou en tout cas ce maintien économique qu'on n'avait pas imaginé? Est-ce que c'est le matelas aussi du quoi qu'il en coûte qui aujourd'hui permet ça? Il est évident que le quoi qu'il en coûte a été la grande décision du quinquennat face à cette pandémie, et la très bonne décision. Ça a permis de maintenir à flot notre économie, ça a évité je ne sais combien de licenciements, combien d'affaires en faillite, et donc ça permet aujourd'hui de repartir sur des bases sauvegardées et de reprendre immédiatement le cours de notre histoire, parce que les gens l'ont un peu oublié, mais les résultats économiques pré-Covid étaient déjà excellents. Un marqueur qui est essentiel, qui est celui du chômage, eh bien on a déjà récupéré ce niveau de chômage à 8%, et avec des indicateurs. Donc cette rentrée parlementaire, à mes yeux, doit être marquée bien sûr par l'accompagnement de l'économie, et puis on attend quelques mesures sociales qui sont très attendues, et bien sûr environnementales aussi. Donc c'est ça qui est attendu dans les semaines et les mois qui viennent. On verra les annonces qui seront à mon avis très rapidement faites. À titre personnel, Philippe Bertha, c'est quoi ses priorités en tant que député pour les prochains mois, les derniers mois? Oui, alors les priorités, elles sont déjà dictées par le national. Donc moi je suis rapporteur du budget de l'enseignement supérieur. Je sais que ce matin nous avions la ministre, mais je sais qu'en même temps m'arrivaient plein de messages sur ma boîte assemblée pour me donner plein de rendez-vous d'audition. Je sais aussi que officiellement, cette fois-ci je peux le dire, je suis membre d'une commission d'enquête qui va avoir pour objet d'essayer de comprendre comment pendant des décennies ce pays s'est désindustrialisé, a laissé fuir son industrie à l'étranger, et par là même de donner des pistes pour activer ce que nous avons commencé de faire, c'est-à-dire le rapatriement d'un certain nombre d'activités industrielles. Notamment avec le grand plan France Relance qui est actif sur l'ensemble du territoire, et on en parlait en fin de semaine dernière avec Jean Rampon qui est le référent dans le département. Il y a ça bien sûr. Alors bien sûr, moi si on fait appel entre guillemets à mon humble personne, c'est parce que je vais travailler plus particulièrement sur la filière médicaments, évidemment, puisqu'on a vu pendant toute cette phase Covid, et on en paye encore un peu le prix, que ce soit de l'épisode des masques jusqu'à l'épisode vaccinal, on a beaucoup perdu de capacité hexagonale, et qu'il est vraiment très très grand temps qu'on redéfinisse mieux ce que c'est un domaine prioritaire, un domaine stratégique, là où la souveraineté ne peut pas être mise en cause. Et sur la filière santé, j'ai déjà beaucoup travaillé là-dessus, puisque j'avais contribué au mois de juin au Conseil stratégique des industries de santé. On a beaucoup de choses à faire. Donc sur le plan national, c'est certainement là autour que ça va beaucoup s'articuler pour moi. J'ai une constante dans mon activité parlementaire, ce sont mes 3 millions d'enfants atteints de maladies génétiques. J'ai une double priorité à ce sujet, porter ce discours à l'Élysée, donc j'ai fait une demande de rendez-vous et j'attends la réponse. Auprès du président, surtout aussi auprès de sa femme, si vous voulez tout savoir. Et puis m'assurer de 2 choses, c'est que le thème des maladies rares, des 3 millions de pathologies génétiques françaises, soit bien un des thèmes prioritaires dans le cadre de la présidence de l'Europe d'Emmanuel Macron à partir de janvier. Je pense que c'est en bonne voie, mais méfiance, et puis participer à la relance à la préparation du 4e plan national de maladies rares. Paradoxalement, on peut dire que la crise sanitaire, elle a permis une accélération de la prise de conscience de tout ce que vous avez dit juste avant, c'est-à-dire sur la renationalisation, sur l'importance de la filière des médicaments, sur l'importance de la recherche. Est-ce que paradoxalement, cette crise, elle l'a favorisé, cette prise de conscience?
complètement, ça a été un accélérateur fabuleux. Enfin, là, on avait déjà donné des annonces. Je prends un domaine que je connais bien, qui est la recherche, qui est la base de tout, qui est la base de notre économie. Bon, on a fait une loi de programmation, on a mis 25 milliards sur 10 ans. Sur la santé, 7 milliards supplémentaires se sont additionnés au mois de juin. Et j'apprends de la bouche même de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation qu'il va y avoir encore plus. Donc, effectivement, on a pris conscience de ça. Et on a surtout compris que, quelque part quand même, tout démarre par la santé. C'est un lieu commun de dire ça. On sait que la santé d'abord. Eh bien oui, la santé d'abord, parce que c'est aussi, au-delà bien sûr de ce que nous devons à nos citoyens, c'est aussi le premier secteur économique du pays. Et quand ce secteur va mal, c'est forcément le pays qui va mal. Une question autour de la santé, c'est la vaccination. On en a beaucoup parlé. Alors c'est quand même une bonne nouvelle pour l'exécutif parce que sa stratégie de vaccination, elle a fonctionné. On est aujourd'hui l'un des premiers pays européens où la population est la plus vaccinée. Je présume qu'en tant que scientifique, c'est une bonne nouvelle pour vous. Et à la fois, il y a encore des anti-vax, encore des gens qui s'en inquiètent, notamment de l'ARN messager. Je sais que probablement ça vous agace, mais c'est important de le dire qu'on a encore des gens qui sont dans la suspicion. Oui, il serait très intéressant. Et j'ai eu une lecture ce week-end sur l'épisode hydroxychloroquine, de commencer à refaire un peu le fil de tout ce que nous venons de vivre, de tout ce que nous aurons été amenés à entendre, dans les médias en particulier, sur les réseaux bien sûr, c'est-à-dire de tout et n'importe quoi qu'on a entendu depuis 2 ans. Aujourd'hui, la stratégie vaccinale était définitivement la bonne stratégie. Elle n'est pas malheureusement absolue, on sait très bien que on a un variant qui nous met beaucoup en difficulté. Je pense que les gens n'ont pas mesuré le taux d'infectiosité de ce variant. C'est sans commune mesure par rapport au précédent, même en milieu extérieur. D'où, bien sûr, les problématiques de terrasse, etc. C'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Aujourd'hui, c'est un succès, les chiffres ils sont clairs. Il nous reste, eh bien, et pour cause, puisque les essais cliniques ne sont pas finalisés, les 9 millions d'enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés. Et sur les plus de 12 ans, il nous reste 9 millions de nos concitoyens. Donc effectivement, l'essentiel du travail a été fait, il faut le finaliser, c'est important, parce que ce qu'il faut aussi ne pas cesser de répéter et qui est peu dit, c'est que l'importance de la vaccination, c'est atténuer la circulation virale. Tant que vous n'avez pas atténué cette circulation, vous avez toute capacité à voir apparaître, comme on voit apparaître peut-être en ce moment en Colombie, un nouveau mutant qui va être encore un nouveau danger avec peut-être un redépart à zéro. Est-ce qu'on va y arriver à avoir cette fameuse immunité collective ? Est-ce que vous y croyez encore ou vous pensez que ça risque d'être compliqué ? Parce que je crois que les chiffres aujourd'hui, c'est à minima 85-90% de la population, c'est ça ? Oui, alors l'immunité collective, on peut l'attraper entre guillemets de différentes voies. On peut bien sûr majoritairement par la vaccination, mais aussi par ceux qui ont été malades. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que plus l'immunité sera forte, cette immunité collective, plus effectivement le virus sera atténué. Donc ce virus... Et mutera moins. Et mutera moins. Ce virus, on va apprendre à vivre avec. Il nous causera de temps en temps un petit rhume. Il ne faut pas aussi oublier, parce que malheureusement je ne peux pas révéler tout ce que j'ai appris pendant l'été, parce que j'ai eu quelques messages intéressants, qu'au-delà de la vaccination, qui est bien sûr l'obligation, l'urgence toujours absolue du moment, on a beaucoup de raisons à penser qu'on aura aussi des traitements qui vont pouvoir, l'année prochaine probablement, pas cette année, ça c'est sûr, être mis sur le marché, qui permettront de traiter une infection à coronavirus dans les années qui viennent. J'ai un collègue dont je ne vais pas citer le nom, qui m'a fait part de son essai en phase 3, malheureusement encore avec une entreprise américaine, mais les choses il faut garder cet optimisme-là. Mais en attendant, il faut se vacciner, parce que ça, c'est une perspective très moyen terme, et on ne peut pas attendre cette perspective. Donc la vaccination, on l'a démontré, c'est la solution. Le pass sanitaire, un tout petit mot, bien évidemment en lien avec ces manifestations de nombreux samedis pendant l'été. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'instauration de ce pass sanitaire ? Je présume que vous y êtes favorable, mais là aussi, de la même façon, est-ce que pour vous, quelque part, on en fera un peu les libertés individuelles ou pas ? La réponse est oui et non. Oui, on en fera un peu les libertés individuelles, mais il n'y a rien de plus handicapant pour nos libertés que la maladie et la transmission de la pathologie à un tiers, à notre famille, à nos amis, à nos relations, à nos contacts. Donc ça, c'est une vraie atteinte à la liberté individuelle. Je pense que malheureusement, tous ceux d'entre nous qui passent par la case pathologie et pathologie lourde savent ce que c'est qu'avoir perdu leur liberté quand vous êtes dans une chambre au CHU. Donc le pass sanitaire, en tout cas, moi je questionne. Très sincèrement, je ne suis pas sûr qu'il soit suffisant.
moi je vais peut-être un peu plus... je pense que ce pass sanitaire devrait, j'espère, rapidement devenir un pass vaccinal. Parce que le Donc côté... vous êtes favorable à l'obligation vaccinale? Oui, à un moment donné, il faudra y venir, parce que le côté de la PCR, je crois que je suis un des premiers utilisateurs de la PCR au monde en 1988, si ma mémoire, ou 87, si ma mémoire est bonne, et j'en connais très bien l'outil, et je sais qu'il n'est pas fidèle. Je sais qu'il y a 30% de faux négatifs. Je sais aussi qu'on peut effectivement avoir quelques particules virales juste issu d'une contamination récente non détectée, et puis que si je vous fais faire cette PCR 24 heures après, le résultat est acquis. On a bien vu ces essais de rassemblement, de concerts qu'il y a eu par exemple en Espagne, où tous avaient été préalablement testés et se transformaient en un champ épidémique terrible. Donc c'est compliqué. Donc le pass sanitaire en tout cas faisait peur à beaucoup. Nous sommes ici dans un troquet à nos amis cafetiers, restaurateurs. Moi je les questionne beaucoup. Je suis très surpris encore hier soir, de l'enthousiasme autour du pass sanitaire, en disant ça a libéré nos clients. Ils sont rassérénés, ils sont mieux. Et il y a du monde. Il y a du monde sur les terrasses et dans les restaurants. Il y a du monde, ça marche. Les seuls pénalisés aujourd'hui, en tout cas sur cette phase estivale, c'est la région parisienne, c'est Paris. Parce que Paris n'a pas eu son nombre de tourisme, parce que ces touristes sont essentiellement étrangers. Mais je peux vous assurer que la majorité d'entre eux, aujourd'hui, respirent, travaillent normalement et travaillent plutôt très bien. On dit un tout dernier mot parce qu'il y a un an, jour pour jour pratiquement, en tout cas, on était à la place d'Alsace à Nîmes et la feria des vendanges était annoncée. Vous étiez très en colère. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit cette année? Puisque il y a quelques jours sur Objectif Gare, on a annoncé à nos lecteurs que la feria des vendanges, elle va avoir lieu cette année. Ce ne sera pas un week-end taurin, ce sera une vraie feria à l'exception de la pégoulade et bien évidemment du pass sanitaire dans les arènes. Vous êtes favorable ou pas à cette feria dans des configurations presque normales? Vous me rendrez grâce que l'an dernier, j'avais pas tout à fait tort. Parce qu'on voyait les chiffres monter et ils n'étaient jamais vraiment descendus complètement pendant tout l'été et on savait que la reprise épidémique serait terrible. Aujourd'hui, je reste inquiet. Je reste inquiet parce que j'ai écouté encore hier un reportage sur ce qui se passe à Sydney en Australie. On sait très bien qu'eux vont attaquer bientôt l'été, nous on va attaquer l'automne, enfin en tout cas le printemps, et on voit le risque revenir. Donc je comprends, et je suis bien le premier à avoir envie de faire la fête, envie de voir l'autre, tout bêtement, le rencontrer, de le croiser, discuter, échanger et m'enrichir. Et pour les commerçants aussi. Et pour les commerçants aussi. Sur l'activité économique. Très sincèrement, je vois bien qu'un arrêté préfectoral a été pris dans ce département il y a déjà quelques semaines, peut-être 3 semaines, donc avec obligation du port du masque in on out, c'est-à-dire extérieur-intérieur, et je vois bien autour de moi que personne ne met le masque. Donc j'ai du mal à me projeter. J'ai du mal à me projeter parce que je ne peux pas mesurer à l'instant T l'incidence exacte de la rentrée scolaire et universitaire. On va, je pense, bien réguler les choses, les contrôler dans les établissements, parce que je vois des équipes enseignantes, des équipes de direction très mobilisées. On a visité l'université ce matin, on voit tout ce qui a été mis en place, même un stand vaccinal, etc. Mais il y a tout ce qui se passe en dehors. Et quand on se promène dans les rues, on voit bien que beaucoup de collégiens, beaucoup de lycéens ne sont pas dans les établissements entre midi et 2, divaguent dans la ville, sans masque. Donc je pense que je pense qu'on prend un risque. Méfiance. Je suis inquiet. Merci Philippe Philippe Berthat d'avoir été avec nous Merci à vous. sur Objectif Gare.